At Capella University, we believe accessible education can make a difference. That's why we offer scholarship opportunities to all eligible students. Un futuro diferente está más cerca de lo que crees con Capella University. Learn more at capella.edu. Pallonetto, Francesco Totti! Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete! Del Piero ancora a sinistro, Alex Del Piero! Riesce a guadagnare il pallone Milito, Principe Milito! Bocio è libero per il traversone pericoloso, Mare! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Une fois n'est pas coutume, un petit épisode solo car Guillaume n'est pas dispo et aujourd'hui je voulais évoquer avec vous une petite réflexion qui m'anime en ce début de mercato italien. Faut-il s'inquiéter pour la saison 2025-2026 de nos clubs italiens? Alors pourquoi cette réflexion? Elle est alimentée par trois choses. La première, c'est déjà une petite analyse de la saison 2024-2025 où en termes de jeu et de performance de nos clubs italiens, on peut être très déçu de ce que l'on a vu. Si on s'intéresse au jeu, les éclaircies de la saison, c'est surtout le Como de Cesc Fabregas et le Bologna de Vincenzo Italiano. C'est un peu léger, il y a très peu de gros clubs qui ont été en capacité d'obtenir des résultats à travers le jeu, avec des approches de match très réactives, souvent défensives, peu protagonistes. C'est un peu dérangeant parce qu'on était sur une trend assez positive les saisons précédentes, où on avait à la fois des clubs, comme on dit, provinciaux, sans le côté péjoratif évidemment, mais qui étaient en capacité de développer des projets intéressants à travers le jeu, mais aussi des gros clubs. On l'avait vu avec Simone Inzaghi, on l'a vu donc à l'Inter, on l'avait vu certains moments avec Stefano Pioli au Milan. Évidemment, l'Atalanta de Gasp était un modèle du genre. On l'avait vu avec le Napoli de Luciano Spalletti. Donc, on avait des gros clubs qui étaient quand même en capacité d'étaler une domination à travers le jeu et en ayant la volonté d'aller vers l'avant et d'être le club le plus fort sur les terrains, la domination à travers le jeu, au-delà même de tous les styles de jeu qu'il peut y avoir dans ce qu'on estime être le côté protagoniste. Là, la saison dernière, si on fait un tour des gros clubs, le Napoli d'Antonio Conte est champion, mais à travers le jeu, c'est très compliqué. Il y a eu quand même beaucoup de matchs où l'approche très défensive n'allait pas avec le statut que ce club devait avoir. En plus, un club qui avait largement le temps de travailler cette saison, ses systèmes de jeu, parce qu'on sait que construire le jeu est plus difficile que d'asseoir une certaine force défensive. Ils avaient un match par semaine, ils avaient le temps, toutes les séances d'entraînement à disposition et on l'a pas vu. On a vu aussi les révolutions au Milan et à la Juve qui ont pas été à la hauteur, clairement pas. On avait avec Paulo Fonseca et avec Thiago Motta une volonté de passer un cap en termes de football, en termes de prestations sur le terrain. On l'a pas du tout vu, ça a été un échec cuisant. Alors je trouve qu'avec Fonseca on voyait quand même quelques principes de jeu sur le terrain qu'on ne voyait même pas du tout avec Thiago Motta. Et ceux qui ont succédé à ces deux entraîneurs-là, donc à la fois Igor Tudor à la Juve ou Sergio Conceição au Milan, avaient un côté beaucoup plus restrictif dans leur approche. On l'a vu avec la Roma de Juric qui avait été catastrophique, la Roma de Ranieri qui a fait un run assez incroyable sur 2025, mais en termes de jeu, en termes de football, c'était parfaitement huilé ce qu'il avait mis en place, un peu comme le Napoli de Conte, mais on n'était pas non plus sur une approche très active, ballon au pied. La volonté de verticaliser très vite à la récupération, et ils l'ont très bien fait. Tout comme le Napoli de Conte. La qualité du jeu à la Lazio de la première partie de saison s'est totalement évaporée en deuxième partie de saison. La qualité du jeu de l'Inter jusque là encore à fin 2024 s'est totalement étiolée dans le temps et on a fini la saison très très péniblement aussi à travers le jeu.
Et puis il y avait un peu celui qui résiste, un peu le village gaulois, mais version italienne, c'est l'Atalanta de Gasperini qui, malgré quelques passages à vide en termes de résultats, globalement en termes de prestations, on était sur une continuité, une linéarité qu'on reconnaît à Gasperini. Donc déjà, on est sur une saison passée très décevante, alors que voilà, on était vraiment sur une tendance à partir du titre de champion du Napoli du Milan de Pioli en 2022 et encore avant, il y avait aussi quand même le Sassuolo de Zerbi, il y avait quand même des choses très intéressantes. Là, il y a eu beaucoup de matchs ennuyeux, très peu passionnants à la saison passée et c'était vraiment pas la tendance jusqu'à présent. Si on regarde un petit peu le choix des coachs pour la saison prochaine, c'est un élément qui pour moi est très important parce qu'on s'appuie sur ce qu'ils ont fait dans le passé, dans les différents clubs qu'ils ont entraînés. Bon, quand on voit Max Allegri à l'AC Milan, il n'y a pas de quoi être très optimiste, très sincèrement. Quand on voit sa Juve qui n'a rien gagné à part une Coupe d'Italie en 3 saisons, hein, encore une fois, quand on répète que Allegri est un vainqueur, c'était vrai jusqu'à il y a 5 ans, 6 ans même. Depuis, on n'a vraiment pas grand-chose. Quand on voit Antonio Conte donc toujours à Naples, donc ça c'est la continuité, c'est logique. Il a gagné le Scudetto, mais on n'est pas non plus là encore une fois sur un entraîneur extrêmement rodé dans sa volonté de faire mal à l'adversaire à travers une philosophie de jeu protagoniste, en ayant en plus le ballon que l'adversaire, en souhaitant mettre en échec son adversaire à travers le jeu, à travers les phases avec ballon, mais plutôt avec les phases sans ballon et profiter ensuite de la mise en échec pour utiliser les qualités de l'effectif du Napoli pour faire mal à l'adversaire. Donc c'est deux approches très différentes. On a évidemment Maurizio Sarri de retour à la Lazio, qui a été pour moi une énorme déception malgré une deuxième place en termes de jeu, en termes de football. J'étais très déçu. Mais le Sarri le Sarri version de Napoli est très très loin maintenant, hein. Le Sarri de Hamsik, de Haaland, euh, d'Insigne, de tous ces joueurs-là, de Cailleron, il est très très loin aujourd'hui, hein. C'est les expériences successives de Sarri, on peut pas dire qu'il est rayonné pour son jeu, contrairement à ce qu'il avait mis en place au Napoli, où c'était vraiment la plus belle équipe, la plus esthétique d'Italie à ce moment-là. Si vous rajoutez évidemment Tudor à la Juve qui a été confirmé, mais c'est encore un choix par défaut, contrairement à ce que veulent essayer de nous faire croire les dirigeants de la Juve. On ne contacte pas Simone Inzaghi, on ne contacte pas Gasperini si on croit fermement en Tudor. Et ce qu'on a vu la saison passée de Tudor, ce qu'on a vu au Mondial des clubs, c'est quand même pas génial aussi non plus dans l'approche du jeu. On rajoute Juric à l'Atalanta qui reste sur deux expériences absolument catastrophiques, à la fois en termes de performance, mais ça je le sors un peu de l'équation, mais aussi en termes de prestations de ces équipes, hein, en termes de football pur vu à la Roma et à Southampton, c'est absolument catastrophique, voire cataclysmique. Alors si vous entendez des petits bruits parasites, c'est un peu normal, il fait très très chaud partout en Europe, en France, en Italie et dans le sud de l'Europe. Donc fenêtre ouverte obligatoire pour avoir un peu d'air. Donc si vous entendez des bruits parasites contrairement à d'habitude, c'est un petit peu normal. Il y a des gens qui profitent de cette espèce de petite fraîcheur matinale pour sortir tous les engins de bricolage possibles et imaginables après 15 jours sans pouvoir les utiliser. Je retourne à mes entraîneurs. Donc on a fait Conte à Naples, on a fait Juric à l'Atalanta, on a fait Allegri au Milan, on a fait Sarri à la Lazio, on a fait Tudor à la Juve. Vient Christian Chivu à l'Inter. Donc là, on a un peu plus de marge parce que moi, j'ai vu des très bonnes choses dans son Parme sur la deuxième partie de saison quand il a succédé à Fabio Pecchia. J'ai vu une approche un peu plus volontaire et protagoniste que ce que faisait le précédent entraîneur. On verra ce que ça va donner avec l'Inter. Mais là, il a un autre challenge. C'est la gestion du groupe. On l'a vu entre Lautaro, Thuram, Lautaro, Çalhanoğlu. Lautaro Dumfries, en fonction des critiques données par Lautaro après l'élimination de l'Inter du Mondial des clubs, en expliquant que ceux qui ne voulaient pas jouer sous le maillot de l'Inter étaient libres de partir. On a vu que sur certains autres joueurs du vestiaire, donc j'ai cité Thuram, Dumfries notamment, c'est pas forcément très très bien passé. Donc il faudra voir la gestion du groupe, les motivations, parce que ça a forcément une influence aussi sur le jeu et sur ce que tu mets en place et sur la volonté des joueurs d'adhérer ou pas à ton projet de jeu. Reste Gasperini à la Roma, qui est très excitant, parce que quand Gasperini est dans l'équation, c'est toujours intéressant en termes de jeu et de football, mais il faudra voir comment il s'habitue, il s'acclimate à
un club très différent, un environnement très différent, avec une pression ô combien différente. Mais en tout cas, il y a forcément cette excitation et on l'a vu dans les abonnements, hein. Il y a un record d'abonnements vendus par la Roma avec sur ce, je sais pas si on doit l'appeler la fin de saison ou le début de saison parce qu'on est début juillet, mais je sais même il y a encore des compétitions en cours, donc entre fin de saison et début de saison, choisissez la sémantique que vous voulez. Mais voilà, le choix des coachs est très important et dans les gros clubs, je vois plus un espèce de revival année 2010 en termes d'esprit et d'approche du jeu que du début des années 2020, enfin de la décennie, oui, décennie 2020 quoi. Donc ça me paraît là encore un peu inquiétant et c'est pas simplement pour le championnat, c'est aussi l'approche en Coupe d'Europe. On le voit, tu peux pas défendre sans arrêt et espérer faire le miracle à chaque fois. On a vu l'Inter qui l'a fait sur un match et demi contre le Bayern, c'est passé. Contre le Barça, c'était différent. Pour moi, c'était bien mieux dans le jeu et dans la volonté aussi de ne pas simplement subir le jeu barcelonais. Et faut vraiment être très très fort pour ne pas le subir parce que le Barça est une équipe très identifiable à travers son jeu et son ADN de jeu. Having the right people in your corner for life's biggest milestones makes all the difference. Like a friend who's there when you're house hunting or checking out a new ride, State Farm is there too, helping you choose the coverage you need. With a State Farm agent, you know someone is there to help you along the way. And with so many coverage options, it's nice knowing you have help choosing a plan that fits your needs. So you can continue celebrating all of life's milestones. Like a good neighbor, State Farm is there. Peu, mais ils ont réussi des choses beaucoup plus intéressantes. Mais l'Inter, ça coince à un moment donné. Et c'était le meilleur club italien en Coupe d'Europe la saison passée. Les autres ont été catastrophiques. La Juve sortie par le PSV, le Milan sorti par Feyenoord, aussi parce qu'ils ont été dans l'incapacité de créer des difficultés chez l'adversaire à travers leur phase de possession, à travers leur phase avec ballon. Sans même parler de possession à outrance, hein. Être protagoniste dans le jeu, c'est pas simplement, certains font le raccourci, avoir 80% de possession de balle ou 75%. Être protagoniste, c'est qu'est-ce que tu fais du ballon, comment tu l'utilises, est-ce que tu as la volonté d'aller vite vers l'avant, de créer des décalages, tes circuits de passe, les mouvements de tes joueurs en fonction des espaces libres. C'est ça, être protagoniste, c'est la volonté d'être l'équipe qui va imprimer le style de jeu du match et non pas celle qui va essayer de mettre en échec l'ADN de l'autre pour profiter des erreurs de l'adversaire. C'est ça la définition pour moi d'être protagoniste dans le foot. Et en Coupe d'Europe, ce genre d'attitude restrictive ne passe plus aujourd'hui. Tu peux faire l'exploit comme l'a fait la Roma de Mourinho en Conference League, ou comme ils étaient prêts de le faire en Europa League aussi, dans une compétition de moindre taille à chaque fois, et encore qu'il y avait des matchs sous Mourinho qui étaient quand même aussi de qualité. On va pas dire qu'ils ont fait que bétonner sous Mourinho, même si l'approche générale pouvait s'y rapprocher un petit peu, mais en Ligue des Champions, ça ne passe plus, et avec un Inter qui aujourd'hui n'est plus l'instant team créé avec énormément de certitude, avec un entraîneur qui gère parfaitement son vestiaire, si tu perds cette donnée-là pour les clubs italiens et pour le championnat italien, pour le football italien la saison prochaine, quel autre club va être en mesure de s'approcher du dernier carré en Ligue des Champions? Ça paraît très compliqué. Et si on revient au Napoli qui est le champion en titre, on a toujours beaucoup d'attentes pour le champion en titre en Ligue des Champions. Il faut quand même évoquer que Antonio Conte, son dernier quart de finale de Ligue des Champions, c'était il y a 12 ans. 12 ans avec la Juve, saison 2012, ça commence à dater. Et il a connu de nombreux échecs, à la fois en Angleterre et en Italie avec l'Inter, dès que le niveau s'élève en Ligue des Champions, parce que son style de jeu ne lui permettait pas non plus de faire des différences dans les matchs couperés et dans les matchs importants. Il n'y a pas de bouton on-off. Quand tu travailles un système et que t'es toute la saison et que t'es en galère et que tu dois changer subitement de système pour faire la différence, pour accrocher le bon wagon, tu n'en es pas capable. En tout cas, l'Inter de Conte n'en était pas capable. Donc là encore, le Napoli champion, quelle va être leur ambition? Alors moi, j'espère évidemment que tous les clubs italiens seront en capacité d'aller le plus loin possible et pour le moment, c'est juste une réflexion et un début d'observation. C'est pas un pari, un pronostic ou une affirmation. Mais je pense que ça doit nous faire un peu réfléchir dans cette avant-saison sur les perspectives de nos clubs italiens, à la fois en Ligue des Champions, mais aussi en championnat pour la qualité de notre spectacle et du produit championnat italien. Et le dernier élément,
Évidemment, c'est certains choix sur le mercato. Il y a toujours, quand la nationale ne va pas bien, il y a toujours des grands théoriciens dans la presse italienne, des journalistes qui se découvrent modernes après des années à nous avoir raconté n'importe quoi, à avoir glorifié les vieilles gloires du football italien, les joueurs de 35 ans qui arrivaient, les joueurs de 40 ans qui arrivaient, et les Max Allegri par-ci, les Max Allegri par-là, les Conte par-ci, les Conte par-là. Et puis quand il y a la crise de la nationale, c'est ah ouais mais bon notre football ne va pas très bien, on a un football des années 90-2000, on n'a pas su évoluer. Oui mais bon toute l'année tu nous racontes que c'est génial donc c'est sympa hein, quand la nationale ne va pas bien de se réveiller mais il faudrait le faire un petit peu avant. On a aussi des dirigeants italiens qui sont toujours dans les beaux discours. Oui, mais on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent. C'est le classique. Hein. Quand vous travaillez mal, on vous explique que vous avez pas assez d'argent. Bon, en l'occurrence, les clubs italiens ont de l'argent, font des gros transferts. Alors pas autant qu'en Première Ligue, pas autant que le Real et le Barça. C'est pas pour autant que les clubs anglais gagnent toutes les ligues des champions, hein, loin s'en faut. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres clubs qui travaillent bien aussi, sans pourtant mettre des 72 millions d'euros sur Matheus Cunha, sur des 70 millions sur Brian Mbeumo et compagnie. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de mettre ces sommes-là pour être haut dans le classement. On l'a vu hein, avec United en Première Ligue et tous les recrutements hasardeux qu'ils ont fait, Tottenham également, Chelsea. Bon, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Et puis, donc sur le mercato, quand je vois Ciro Immobile, 35 ans, revenir, quand je vois Edin Dzeko revenir, vous savez que c'est deux joueurs que j'apprécie. Alors encore plus Edin Dzeko, parce que pour moi, en termes de jeu, qui est un peu le sujet du podcast, il correspond beaucoup plus aux standards que j'aime chez un attaquant. Et dans l'évolution du football, pour moi, il était un peu en avance. Parce que Dzeko, c'est début des années 2010 où il est très 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 fort. Hein, donc il était un peu en avance, je pense. Mais quand les vois arriver, c'est pas pour faire du jeunisme bête et méchant en disant bah il faut absolument des jeunes et à 35 ans t'es cuit, etc. Non, c'est pas ça. C'est simplement le signal que tu envoies aussi à ton football. Et, et c'est pas comme ça qu'on développe des joueurs dans le secteur offensif en Italie. C'est pas comme ça que tu crées une nouvelle génération d'attaquants, que tu les fais progresser, que tu leur donnes le temps de jeu nécessaire pour pouvoir jouer, pour pouvoir se tromper, pour pouvoir switcher et apprendre de leurs erreurs pour pouvoir progresser. Bon, c'est des signaux qui pour moi sont assez inquiétants. On peut rajouter Luka Modric hein, qui vient au Milan. Je veux bien encadrer des joueurs. J'attends de voir la place qui sera donnée à Luka Modric évidemment. Mais tout ça pour dire que voilà, on a beaucoup de joueurs de plus de 35 ans là qui reviennent. Ok, ils ont des statuts, ok, ça a été des plus ou moins grosses stars, des plus ou moins joueurs très importants ou moyennement importants de leur sélection ou même du championnat italien pour Ciro Immobile et Edin Dzeko. Et ça, on le doit aussi, notamment, c'est pas la seule raison, hein, parce que ça fait très longtemps que l'Italie ne fait pas confiance à ses jeunes et on peut même sortir un instant du football. Hein, c'est la société italienne qui ne fait pas confiance à ses jeunes. Combien de jeunes Italiens sont obligés j'allais dire de s'exporter, mais d'aller à l'étranger pour trouver du boulot parce qu'on ne leur fait pas confiance en Italie. Bah, dans le football, on est sur cette, je veux dire, un exemple tout bête, hein, mais je connais un médecin en Italie, un très jeune, hein, qui a fait des études de médecine très longues, qui a dû aller en France pour exercer. Parce qu'en Italie, on ne lui faisait pas confiance. Et dans le foot, c'est absolument pareil. Donc tout n'est pas de la faute de l'élément que je vais évoquer maintenant, mais c'est sûr que ça n'aide pas non plus. C'est les investisseurs étrangers qui eux ont une logique, et on peut la comprendre, hein, attachée à leur club, parce que c'est leur business et que ça les intéresse, c'est ça qu'ils veulent faire fructifier et développer, mais ils n'en ont strictement rien à faire de la nationale, là où tu pouvais avoir à certaines périodes en Italie une sorte allez, des petits consensus autour de compétitions, autour de moments délicats où tu te disais il y avait les propriétaires des grandes familles italiennes qui en avaient quelque chose à faire de la nationale parce que ça représentait le pays. C'était l'image de l'Italie à l'étranger, de l'économie italienne à l'étranger, qui pouvait bénéficier des bonnes performances aussi des clubs, de la sélection italienne dans les grandes compétitions. Donc ces grandes familles italiennes réussissaient à trouver des points d'accord entre eux pour permettre de relever parfois le football italien. Là, on l'a plus du tout parce que et on peut le comprendre, ce n'est pas du tout leur intérêt majoritaire, leur intérêt principal, et qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Donc, je vois pas pourquoi on ne continuerait pas à avoir un afflux de joueurs étrangers très important, à la fois dans les systèmes de jeunes et aussi en Serie A. Pourquoi les jeunes joueurs sont considérés toujours comme des jeunes joueurs à 25 ans en Italie, alors que dans d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, à 25 ans, on est un joueur affirmé. Et le mercato que je vois, le début de mercato que je vois, notamment
en prenant quelques exemples que je vous ai déjà évoqués, va dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est pas pour critiquer bête et méchamment bêtement et méchamment l'apport des investisseurs étrangers parce qu'ils sont indispensables aujourd'hui au bon fonctionnement du football italien et parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs italiens qui veulent mettre de l'argent, qui veulent mettre de l'argent dans le football italien. Donc il faut bien le trouver ailleurs. Mais simplement, ça n'aide pas sur cet élément très précis et c'est pour ça que pour moi, il faut un peu, c'est une première réflexion, mais oui, on peut imaginer une sorte d'inquiétude à l'heure actuelle, en vue de la saison 2025-26, des clubs italiens en Coupe d'Europe, des clubs italiens dans le championnat pour en faire un produit attractif, et on a besoin d'avoir un produit très attractif en Italie parce que on le voit, les droits TV baissent partout, l'intérêt pour l'Italie à l'étranger, dans certains marchés clés est en baisse. Donc il faut retrouver un produit attractif. Ça ne peut plus passer comme dans les années 90-2000 sur les stars, l'accumulation de stars, parce qu'il n'y a plus l'argent pour les faire venir. Et c'était très facile. On prenait les meilleurs et on disait on est les meilleurs. Bah oui, effectivement. Mais quand tu n'as plus l'argent, qu'est-ce que tu as construit sur ces périodes-là? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ton produit survive à la décroissance de l'abondance de stars? Tu n'as rien mis en place et donc aujourd'hui tu te retrouves dans un système où personne n'a réfléchi à rien, personne n'a réfléchi aux produits italiens et j'ai pas l'impression que ce soit en train de changer. Et dernier élément pour 2025-26, c'est aussi la sélection nationale parce que c'est très compliqué dans les phases de qualification pour le mondial de 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. Il y aura très 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 certainement un play-off à jouer. Le play-off, même si certains commencent à regarder les adversaires potentiels et disent ah ça va, ça peut être facile. Je vous rappelle que l'Italie, lors du play-off pour le mondial 2022, c'est pas contre le Portugal ou l'Allemagne qu'ils ont perdu, c'est contre la Macédoine du Nord. Donc il faut faire aussi très attention à ça. Donc entre le championnat, les clubs italiens en Europe et la nationale, je trouve que les signaux envoyés en ce début de saison, entre la fin de saison passée qui était pas bonne en termes de jeu, de prestations et de produits italiens, entre les coachs qui ont été mis en place dans les grands clubs et entre certaines arrivées clés de trentenaires ou de quarantenaires même bientôt dans les clubs italiens en ce début de mercato, je trouve que les signaux envoyés ne sont pas bons pour le football italien. Voilà cette petite réflexion rapide. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, hein, c'est toujours très important sur Apple Podcast et sur Spotify notamment. Un petit commentaire aussi si vous le pouvez, ça vous prend aller entre 10 et 20 secondes à chaque fois. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir avec Guillaume, avec Valentin. On les regarde, on essaye de répondre quand on peut et ça nous encourage à toujours faire plus de contenu pour le podcast Calcio et Pepe. N'hésitez pas également à partager cet épisode et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe. Ciao, ciao. At Capella University, we believe accessible education can make a difference in people's lives. That's why we offer scholarship opportunities to all eligible students. Whether you're considering a bachelor's, master's, or doctoral degree, our teams will walk you through the process and help you get the savings you're eligible for. Furthering your education is an investment in yourself. Entonces, ¿qué estás esperando? Un futuro diferente está más cerca de lo que crees con Capella University. Learn more at capella.edu.